Je suis assise en tailleur sur le parquet du salon de mes parents à Portland, entourée de papiers cadeaux déchirés et de l'odeur artificielle de pain du matin de Noël. Ma sœur, Chelsea, fait tourner ses doigts manucurés autour d'un jeu de clés de BMW brillante, le métal captant les lumières scintillantes du sapin alors qu'elle pirouette comme une adolescente au lieu d'une femme de 32 ans. Je n'y crois pas, crie-t-elle en sautillant sur la pointe des pieds. Ma propre BMW. Papa la regarde avec une fierté non dissimulée, maman joignant les mains sous son menton comme si elle assistait à un miracle. La voiture est garée dans l'allée, un témoignage blanc brillant de la dévotion parentale, avec un énorme nœud rouge qui a probablement coûté plus cher que ce qu'ils ont dépensé pour tout mon Noël. Pendant ce temps, je regarde l'objet sur mes genoux, une tirelire en plastique en forme de personnage de dessin animé d'une émission pour enfants que j'ai dépassée il y a 25 ans. L'étiquette de prix qu'ils ont oublié d'enlever indique 1,99 $. Ouvre-la, insiste maman en désignant le petit bouchon en caoutchouc au fond. Mes doigts sont engourdis alors que je m'exécute. 2 billets de 1 $ bien nets en sortent. C'est le début de ton futur fonds pour la maison, ma chérie, annonce papa d'un geste dédaigneux. Tu es toujours si responsable avec l'argent, pas comme certaines personnes. Il fait un clin d'œil à Chelsea, qui fait semblant d'être offensée. Le silence s'étire comme de la tire entre nous jusqu'à ce que maman le comble. Chelsea a besoin d'un moyen de transport fiable pour ses nouveaux clients en graphisme. Ces types d'artistes attendent une certaine image, tu sais? Chelsea se laisse tomber sur le canapé à côté de moi, son parfum cher obscurcissant mes sens. Ne t'inquiète pas, ma sœur, je te conduirai partout où tu en auras besoin. Elle me tapote le genou avec une douceur condescendante. Ta petite Toyota doit être à bout de souffle maintenant. La Toyota qui m'a transporté à travers 7 heures de col de montagne hier. La Toyota que j'ai remboursée moi-même il y a 3 ans. La Toyota qui est plus fiable que n'importe quelle relation dans cette pièce. Je ne peux plus respirer. 34 ans de moments exactement comme celui-ci se cristallisent dans mon esprit avec une clarté parfaite. Ce n'est pas une anomalie, c'est le schéma de toute ma vie. Ce matin même, j'avais soigneusement emballé leur cadeau, une mallette en cuir pour papa qui a coûté 2 semaines de salaire, le bracelet en argent que maman avait admiré dans la vitrine d'une boutique de Seattle, l'objectif d'appareil photo professionnel que Chelsea avait mentionné vouloir nonchalamment tous acheter en mettant de côté un peu de chaque paix pendant des mois. J'avais répété mon annonce pendant tout le trajet depuis Seattle. Ingénieur en structure principale. La promotion que j'avais méritée par des nuits et des week-ends de travail supplémentaires, en concevant des bâtiments qui dureraient des générations. J'avais imaginé leur visage s'illuminer de fierté, me voyant enfin comme quelque chose de plus que la sœur aînée responsable de Chelsea. Peut-être que ce Noël sera enfin différent, m'étais-je murmuré à chaque aire de repos, à chaque station-service, à chaque borne kilométrique. Mes mains tremblent alors que je pose la tirelire sur la table basse. Le plastique fait un bruit creux contre le verre. Excusez-moi, parviens-je à dire, ma voix semblant appartenir à quelqu'un d'autre. Salle de bain. Je marche, je ne cours pas, dans les escaliers familiers, devant le mur de photos de famille où le visage de Chelsea domine chaque cadre. La porte de la salle de bain se ferme derrière moi avec un léger déclic avant que je ne tourne la serrure. Mon reflet me regarde, les yeux trop secs, le visage trop composé. Je presse mes paumes contre le comptoir en marbre froid, attendant des larmes qui ne viendront pas. La pression monte dans ma poitrine à la place, comme du béton durcissant autour de mes poumons. Les gens parlent du chagrin d'amour comme si c'était abstrait. Ce n'est pas le cas. Je sens chaque chambre de mon cœur se contracter douloureusement, le sang luttant pour passer à travers des vaisseaux rétrécis. Mon sternum me fait mal comme si quelqu'un avait appuyé un genou dessus. C'est ce que l'on ressent en mourant, je pense. Pas dramatique, juste diminuant. La nuit s'étire sans fin alors que je suis allongé, éveillé, dans ma chambre d'enfant, écoutant les rires de Chelsea en bas alors qu'elle et mes parents planifient son premier voyage en voiture dans la nouvelle voiture. À 2h17 du matin, je me redresse enfin. Je fais mes bagages rapidement, ne prenant que ce qui compte, l'ours en peluche délavé que ma grand-mère m'a donné, l'album photo de l'université, la petite boîte en bois contenant mon premier plan professionnel. Les cadeaux coûteux que je leur ai offerts au fil des ans restent là où ils sont. Ils n'ont jamais été question de gratitude de toute façon. La maison est silencieuse alors que je descends ma valise. La clé de ma maison est froide dans ma paume un instant avant que je ne la pose sur le comptoir de la cuisine à côté de la cafetière qui se mettra en marche dans 3 heures. Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien.
Les lampadaires se brouillent en halos à queue alors que je navigue sur des autoroutes vides. L'horloge du tableau de bord indique 3h42 du matin, le matin de Noël. Mes essuie-glaces luttent contre la neige qui s'épaissit tandis que Bing Crosby chante des Noëls blancs à la radio. Je tourne le bouton du volume jusqu'à ce que sa voix s'estompe dans le silence. Passe un joyeux petit Noël, je chuchote au siège passager vide, ma voix se brisant sur joyeux. L'ironie brûle comme de l'acide. Dans la banlieue sud de Portland, le chauffage de ma Toyota peine à lutter contre le froid de décembre. 7 ans, 200 000 miles, cette voiture m'a transporté à l'université, à mes premiers emplois, à mes promotions. Elle ne s'est jamais plainte d'écoles de montagne ni des places de parking étroites. Contrairement à la BMW rutilante garée dans l'allée de mes parents avec son ridicule nœud rouge, ma voiture a gagné sa place dans ma vie. Vers 6 heures, mon téléphone vibre contre la console centrale. Je baisse les yeux pour voir le visage de maman illuminer l'écran. Non pas, es-tu en sécurité, ou s'il te plaît, rentre à la maison. Juste, as-tu pensé à payer la facture d'électricité du chalet avant de quitter Seattle? Le chalet qu'ils ont acheté pour les escapades de week-end que Chelsea utilise pour des séances photo Instagram. Un semi-remorque passe, projetant de la neige fondue sur mon pare-brise. Pendant 3 secondes terrifiantes, je conduis à l'aveugle jusqu'à ce que les essuie-glaces dégagent suffisamment d'espace pour voir. Mes mains tremblent contre le volant alors que les souvenirs affluent plus vite que les essuie-glaces ne peuvent les effacer. 5e anniversaire. La fête de princesse de Chelsea avec des décorations professionnelles, des promenades à poney et un gâteau de château à 3 étages. 30 enfants du quartier en chapeau de fête. Ma célébration l'année suivante? Un gâteau de supermarché, 2 amis de la maternelle, des fournitures de fête du magasin à $1. Ta sœur a besoin de la stimulation sociale, a expliqué papa quand j'ai demandé pourquoi. Tu es plus indépendante. Indépendante. Leur code pour « tu n'as pas besoin de nous ». Diplôme de fin de lycée. Major de promotion. Mon discours soigneusement préparé sur la persévérance et les rêves. Des sièges vides dans la section familiale parce que l'équipe de football junior de Chelsea avait un match à l'extérieur. Nous regarderons l'enregistrement, a promis maman. La cassette VHS est restée non emballée sur ma commode jusqu'à ce que je parte pour l'université. Ta sœur a besoin d'encouragement, a dit maman. Tu réussis toujours sans notre aide. Sans aide. Leur code pour « tu es toute seule ». Les années universitaires défilent devant moi alors que les panneaux d'autoroute décomptent les kilomètres jusqu'à la frontière californienne. Travaillant 25 heures par semaine à la librairie et à la cafétéria du campus. Prenant un maximum de cours pour obtenir mon diplôme plus tôt. Étirant les prêts étudiants et les bourses d'études pendant que Chelsea explorait son inspiration artistique à travers l'Europe aux frais de nos parents. Ta sœur a besoin de se trouver, a insisté papa lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Tu as toujours su exactement qui tu es. Savoir qui je suis. Leur code pour « tu ne mérites pas d'explorer ». Mon téléphone vibre à nouveau. Papa cette fois. Je le laisse sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale le prenne. Les premières lueurs de l'aube éclaircissent l'horizon et alors que les larmes brouillent les phares venant en sens inverse en traînées dorées. Je me gare sur le bas-côté, les feux de détresse clignotant, et j'appuie mon front contre le volant. Les schémas se cristallisent avec une clarté soudaine. Papa contrôlant l'argent, me privant tout en finançant tous les caprices de Chelsea. Maman manipulant les émotions, me faisant me sentir égoïste de vouloir ne serait-ce que des bribes d'attention. Le système parfait. Un parent gérant le favoritisme financier, l'autre maintenant le contrôle émotionnel. Mon téléphone sonne à nouveau. Pas la famille cette fois. Monica Pérez, ma colocataire d'université devenue une amie de toujours. Où es-tu? Sa voix, chaude et inquiète, remplit la voiture via Bluetooth. Quelque part dans le sud de l'Oregon, ma voix semble creuse, mais connaissable. En direction du sud. Vers où? Je ne sais pas, la ligne devient silencieuse un moment. Puis, viens à San Francisco. Reste avec moi. La famille ne traite pas la famille comme ça. Monica sait. Elle a été témoin des preuves de première main pendant ses études universitaires, les colis qui m'arrivaient contenant des produits de première nécessité tandis que Chelsea recevait des vêtements de marque. Les vacances où je restais dans les dortoirs parce que rentrer à la maison en avion était trop cher, les mêmes années où mes parents emmenaient Chelsea à Aspen et à Maui. Je ne peux pas m'imposer. Arrête. La voix de Monica devient ferme. Tu as passé toute ta vie à être l'aidante.
Laisse quelqu'un t'aider pour une fois. Les mots fondent quelque chose en moi. Aider. Un concept si simple mais étranger à mon expérience. Dans ma famille, l'aide ne va que dans un sens, vers Chelsea, vers mes parents, jamais vers moi. D'accord, je chuchote, me surprenant moi-même. Envoie-moi ta position toutes les heures. Conduis prudemment. Je prépare la chambre d'amis. L'appel se termine. Je retourne doucement sur l'autoroute, les essuie-glaces dégageant la neige fraîche. Pour la première fois depuis que j'ai quitté Portland, mes épaules se détendent légèrement de leur posture défensive. À 7h30, je franchis la frontière de l'État de Californie. Le panneau « Bienvenue en Californie » brille sous le soleil matinal. L'écran de mon téléphone affiche 17 appels manqués, 32 messages textes. D'un geste délibéré, je désactive les notifications de maman, papa et Chelsea. Le silence semble plus lourd que n'importe quelle accusation. Mon estomac gronde, me rappelant que je n'ai rien mangé depuis le dîner de la veille de Noël. Un petit restaurant de bord de route apparaît devant, son enseigne au néon ouvert, un phare dans la lumière du matin. Je me gare sur le parking presque vide. À l'intérieur, la chaleur m'enveloppe comme une étreinte, une odeur de café et le grésillement du petit déjeuner sur un grill lointain. Une serveuse plus âgée aux cheveux argentés s'approche avec une cafetière. Nuit difficile, demande-t-elle en remplissant une tasse sans attendre ma réponse. Son badge indique Gloria. Vie difficile, je marmonne, puis je me sens immédiatement embarrassé par le mélodrame. Gloria ne bronche pas, ma chérie, je sers du café depuis 40 ans. Je reconnais un chagrin d'amour quand j'en vois un. Famille ou petit ami? Famille. Elle hoche la tête, faisant glisser un menu vers moi. Le sang fait de vous des parents. L'amour et le respect font de vous une famille. Sa main burinée repose brièvement sur la mienne. Le plat du jour est bon aujourd'hui. Il est servi avec du bacon supplémentaire. Je commande le plat du jour et j'enroule mes mains autour de la tasse de café. Les paroles de Gloria résonnent alors que je regarde les flocons de neige se dissoudre contre la vitre. Le sang fait de vous des parents. L'amour et le respect font de vous une famille. Depuis 34 ans, je suis apparenté à la famille Collins. Il est peut-être temps de découvrir ce que l'on ressent en faisant partie d'une vraie famille. 3 semaines plus tard, je suis avec mon ami à San Francisco. Mon téléphone vibre contre la table de chevet pour la 13e fois ce matin. Le numéro de papa. Encore. Je compte jusqu'à 10 avant de le mettre en silencieux, ajoutant son appel au cimetière grandissant de messages vocaux que je refuse de ressusciter. La première semaine, leur message contenait de la confusion. La deuxième, de l'inquiétude. Maintenant, en semaine 3, ils ont évolué en quelque chose de plus sombre, de la manipulation enveloppée d'autorité parentale. Iris Elizabeth Collins, le dernier message vocal de papa tonne à travers le haut-parleur quand je vérifie enfin. Si tu ne rends pas cette voiture immédiatement, je la déclarerai volée. Ce comportement puéril a assez duré. La Toyota. Ma Toyota. Celle avec mon nom sur le titre de propriété et 7 ans de reçu de paiement. Je serre le coussin contre mon ventre, ravalant l'acide qui me monte à la gorge. Le message de maman suit. Le médecin dit que ma tension artérielle est dangereusement élevée à cause du stress que tu provoques. C'est ce que tu veux? Que je finisse à l'hôpital parce que tu es égoïste? Je les supprime tous les deux sans répondre, bien que mon doigt hésite plus longtemps que je ne veux l'admettre sur l'écran. Mon sanctuaire temporaire dans la chambre d'amis de Monica me semble à la fois étranger et familier. Les murs sont peints d'un doux terracotta qui capte la lumière du matin, réchauffant l'espace d'une manière que mon appartement de Seattle n'a jamais fait. Sur la commode, mon ordinateur portable affiche un email que j'ai réécrit 14 fois. Cher Monsieur Sanderson. Cher Monsieur Sanderson. Je vous écris pour demander officiellement un transfert au bureau de San Francisco, avec effet immédiat. Mon doigt clique sur envoyer avant que je ne puisse reconsidérer. Pas de relation familiale. Pas de faveur demandée. Juste mon dossier de travail. Ma réputation. Ma valeur en tant qu'ingénieur en structure. 3 heures plus tard, l'approbation arrive dans ma boîte de réception. Comme ça. Comme si j'avais toujours été capable de créer mon propre chemin, tu l'as eu. Monica apparaît dans l'embrasure de la porte, lisant mon expression. Ses boucles sombres encadrent un visage empreint d'un bonheur sincère pour moi. Le concept me semble encore étranger, quelqu'un qui célèbre mes réussites sans en faire une affaire personnelle.
Je commence lundi, je confirme. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un endroit. J'ai déjà appelé Andrea du club de lecture, sourit Monica. Elle gère des appartements dans le quartier de la Mission. Loyer contrôlé. Immeuble sûr. 20 minutes à pied de votre nouveau bureau. Tu n'étais pas obligé. Je le voulais, me coupe-t-elle en se laissant tomber sur le lit à côté de moi. Les amis s'entraident. Sans condition. Un concept nouveau pour toi, je sais. Les mots font mouche. Sans condition. Sans obligation. Sans compter les points. Les larmes que je retiens depuis 3 semaines menacent de jaillir. Je t'ai aussi pris un rendez-vous, ajoute-t-elle en faisant glisser une carte de visite sur mon ordinateur portable. Docteur Levine. Mardi à 16h. La carte indique Hélène Levine, PhD, thérapie familiale. Je ne suis pas folle, je chuchote. Non, acquiesce Monica. Mais tu portes quelque chose de lourd depuis très longtemps. Ça pourrait t'aider de le poser quelque part en sécurité. Mardi après-midi, le bureau de la thérapeute sent le vernis à meubles au citron et les vieux livres. Le docteur Levine porte des lunettes de lecture sur une chaîne perlée et des chaussures confortables qui ne font aucun bruit sur le tapis. Elle ne se précipite pas pour combler les silences, elle attend simplement que je lutte pour former des mots qui n'ont jamais été prononcés à voix haute. Le favoritisme, dis-je finalement. Le mot suspendu entre nous comme une planète nouvellement découverte. Toute ma vie. Et comment vous sentiez-vous, demande-t-elle. Comme si je valais exactement $2, je réponds. Plus tard dans la semaine, l'appartement qu'Andrea me montre est petit 650 pieds carrés avec une kitchenette à peine assez large pour un réfrigérateur. Mais les fenêtres donnent à l'ouest, captant le soleil de l'après-midi qui se déverse sur les parquets. Il est à moi le soir même. J'achète un futon, une lampe et un petit bureau. Rien de plus. Le vide me semble intentionnel plutôt que misérable. De l'espace pour grandir. Monica m'entraîne dans un centre communautaire le samedi suivant. Cours de poterie, annonce-t-elle. Tu as besoin de quelque chose qui ne soit ni le travail ni la thérapie. Je proteste jusqu'à ce que mes mains s'enfoncent dans l'argile fraîche, la sentant céder et résister simultanément. L'instructrice, une femme aux cheveux argentés et à la salopette tachée de peinture, se tient derrière moi. Ne force pas, murmure-t-elle. Écoute ce qu'elle veut devenir. Mes doigts tremblent alors qu'il façonne quelque chose à partir de rien. À la fin du cours, j'ai créé un petit bol imparfait aux bords inégaux. Il est hideux et magnifique et entièrement mien. Le premier appel vidéo a lieu 4 semaines après Noël. Je réponds à la 3e sonnerie, me préparant à l'assaut familier de culpabilité que leur visage déclenche. Où étais-tu, exige immédiatement papa. Son visage remplit l'écran, rouge d'indignation. Ta mère s'est fait un sang d'encre. Derrière lui, maman tamponne des yeux qui restent stratégiquement secs. San Francisco, je réponds calmement. J'ai changé de bureau. Sans nous en parler d'abord, intervient maman, se poussant dans le cadre. Comment as-tu pu être si inconsidéré? L'ancienne attraction me tire la poitrine, m'excuser, apaiser, arranger les choses. Mais les paroles du docteur Levine résonnent. Vos sentiments sont valables. Leurs réactions leur appartiennent, pas à vous. J'avais besoin d'espace, dis-je à la place. De l'espace par rapport à quoi, aboie papa. À la famille? À la responsabilité? À l'âge adulte? De me sentir invisible, je réponds, surprise de la stabilité de ma voix. D'être moins apprécié que Chelsea? D'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement? Les larmes de maman coulent instantanément, comme par magie. Comment peux-tu dire des choses aussi blessantes? Nous vous avons toujours aimés toutes les deux de la même manière. Je ne suis plus responsable de vos sentiments, je lui dis. Les mots me semblent être des pierres que j'ai portées dans ma bouche pendant des années, enfin libérées. Je suis responsable des miens. Papa frappe la paume de sa main contre la table. Cette conversation est terminée jusqu'à ce que tu sois prête à t'excuser. Alors je suppose que nous avons fini de parler, je réponds, et je mets fin à l'appel. Dans les jours à venir, les rumeurs me parviennent par le biais de messages LinkedIn et de textos d'anciens collègues. Selon la tradition familiale, j'ai fait une dépression nerveuse. Je vis dans la misère. J'ai rejoint une secte. L'Instagram de Chelsea la montre l'air inquiet sur des photos filtrées avec goût,
avec des légendes vagues faisant référence au chagrin familial et à la prière pour ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale. Mes nouveaux collègues ne savent rien de ce récit. Ils ne voient que mon travail, la précision de mes calculs, l'innovation de mes conceptions. Lorsque Chelsea se présente à l'improviste à la réception du bureau 10 jours plus tard, Monica se trouve justement là pour déposer le déjeuner. Elle est en réunion, l'informe froidement Monica, et elle restera en réunion indéfiniment pour les visiteurs non invités. Mon groupe de thérapie se réunit le mercredi soir dans le sous-sol d'une église qui sent le café et les vieux cantiques. 8 inconnus liés par des blessures similaires. La famille n'a pas de passe-droit juste parce que c'est la famille, dit Raymond, un comptable de 60 ans qui n'a pas parlé à son frère depuis 20 ans. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Les mots s'installent dans ma poitrine comme une vérité. 6 mois après Noël, mon appartement s'est transformé. De la poterie borde les rebords de fenêtres, chaque pièce plus raffinée que la précédente. Un vrai lit a remplacé le futon. La promotion au poste de chef de projet principal s'est accompagnée d'une augmentation qui a mis fin à toute anxiété financière persistante. Sur ma bibliothèque se trouve la tirelire en plastique. Je l'ai remplie de billets de $2 bien nets, un pour chaque semaine de liberté. Non pas comme une punition, mais comme un rappel. Parfois, les plus petites trahisons révèlent les plus grandes vérités. La première saison des fêtes approche avec à la fois de l'appréhension et du soulagement. Pas de cadeaux à acheter qui ne seront pas appréciés. Pas de performance à maintenir. Pas de dénigrement à endurer. Juste moi, dans un espace que j'ai créé, devenant quelqu'un que j'apprends enfin à apprécier, valant bien plus que $2. Un mois plus tard, l'enveloppe ivoire est posée sur mon comptoir de cuisine comme une mine terrestre. Depuis 3 jours, elle est là, intacte. L'invitation au mariage de ma cousine Vanessa. Mon nom en calligraphie élégante, Iris Collins. Non, pas de cavalier. Juste moi, censé retourner au bercail sans accompagnateur. Alors, qu'en pensez-vous, docteur, demande Winters, son fauteuil de bureau grinçant alors qu'elle se penche en avant. Je trace le bord de la coudoir, comptant les punaises en laiton une par une. J'y vais. Ses sourcils se haussent légèrement. C'est un changement par rapport à la semaine dernière. Selon mes conditions, j'ajoute rapidement, j'ai réservé une chambre à l'hôtel Hilton à 4 pâtés de maison du lieu. Papa a appelé 2 fois, insistant pour que je reste dans leur maison de location avec tout le monde. Et qu'avez-vous dit? Rien. Je souris en me souvenant de la satisfaction de laisser son message vocal se remplir de messages de plus en plus désespérés. La limite est le message. 7 mois de thérapie m'ont appris le vocabulaire de l'autoprotection. 7 mois après Noël, je suis parti. 7 mois à me reconstruire, une séance de thérapie, un cours de poterie, une soirée paisible seule à la fois. Pendant la séance, mon téléphone a vibré. Chelsea. Le 3e texto aujourd'hui. J'ai hâte de te voir le week-end prochain. On a besoin de temps entre sœurs avant la folie du mariage. Je glisse le téléphone dans mon sac à main sans répondre. Le docteur Winters le remarque. Encore votre sœur? Soudain, nous sommes les meilleurs amis. Je ris, mais ça sonne creux. Elle n'a jamais autant envoyé de textos quand nous vivions dans la même ville. Que pensez-vous qu'elle veuille? Un trajet depuis l'aéroport. De l'argent. L'ancienne Iris qui portait ses bagages émotionnels en plus de ses bagages réels. Je passe mes doigts sur l'échantillon de tissu sur mes genoux, de la soie bleu nuit pour la robe que j'ai commandée. 3 essayages pour m'assurer qu'elle tombe parfaitement de mes épaules, qu'elle effleure mes courbes sans excuse. La couleur du pouvoir, pas de la réconciliation. Ils ont recruté des singes volants, dis-je au docteur Winters. Oncle Pet a appelé hier soir pour dire que les familles doivent rester unies. Tante Judith a envoyé un email sur le pardon qui est divin. Même le fiancé de Vanessa a envoyé un message sur Facebook. Ils se coordonnent. Et comment vous sentez-vous? Avant la thérapie, j'aurais dit bien. Toujours bien. Au lieu de cela, je retrace la vérité physique de mes émotions. La boule dans ma gorge, la sueur froide le long de ma racine des cheveux, le léger tremblement dans mes doigts. Terrifié, j'admets. Mais aussi, prête. Plus tard dans la soirée, j'ai étalé le plan de table que Vanessa avait accidentellement inclus dans un email de groupe sur ma table de cuisine. Me voilà. Placé entre mes parents. Directement en face de Chelsea.
Le tableau de famille était restauré. J'ai pris mon téléphone. Vanessa? C'est Iris. J'ai une petite demande concernant les arrangements de table. Le vendredi arrive avec un brouillard de San Francisco qui se dissipe alors que mon avion décolle. Les nuages se séparent quelque part au-dessus de l'Oregon, révélant le paysage de mon enfance. Mon cœur s'accélère alors que nous commençons notre descente vers Portland. Le lieu du dîner de répétition brille d'or contre le ciel crépusculaire. Je me tiens sur le trottoir, touchant le pendentif en pierre lisse que Monica m'a donné avant mon départ. La force, ce n'est pas de ne pas ressentir la peur, avait-elle dit. C'est de la ressentir et d'avancer quand même. Je redresse les épaules et j'ouvre la lourde porte en bois. Les conversations s'arrêtent au milieu d'une phrase. Les têtes se tournent. La main de ma mère vole à sa gorge. Le verre de mon père s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. J'ai changé. L'Iris qui a fui à Noël était une ombre. Cette femme en pantalon noir sur mesure, chemisier en soie émeraude et talons qui annoncent chaque pas avec autorité et solide, présente. Les clous en diamant à mes oreilles captent la lumière alors que je balaie la pièce du regard, hochant la tête pour saluer sans me précipiter vers personne. Chelsea s'approche la première, les bras tendus, mais quelque chose est différent. La montre de créateur a disparu, les mèches dans ses cheveux ont poussé. Son sourire semble crispé plutôt qu'arrogant. Tu es magnifique, dit-elle en m'embrassant brièvement. Merci. Je recule, maintenant l'espace entre nous. Comment va la BMW? Ses yeux se détournent. J'ai dû les changer. J'ai pris une Honda. Plus pratique, tu sais? Par-dessus son épaule, j'aperçois mes parents blottis avec tante Martha. Maman tamponne ses yeux avec une serviette de cocktail. Les épaules de papa s'affaissent dans une posture que je n'ai jamais vue auparavant. Ma cousine Tara apparaît à mon coude, un vodka tonique à la main. Mon Dieu, je suis si contente que tu sois là, chuchote-t-elle. Tu ne croirais pas le drame depuis Noël. Oh, tes parents vendent la maison. Elle se penche plus près. Des factures médicales, disent-ils, mais tout le monde sait qu'ils ont soutenu Chelsea pendant des années. La réalité les a finalement rattrapés. Avant que je ne puisse répondre, un serveur circule avec du champagne. Je prends un verre, regardant les bulles monter et éclater à la surface. Tout comme les histoires de famille, ce qui monte finit par éclater. Oncle Simon s'approche, me serrant la main libre. Tu as l'air en forme, Iris. Ce travail à San Francisco doit te convenir. Chef de projet senior maintenant, dis-je, les mots ayant encore un goût nouveau sur ma langue. Ses yeux s'écarquillent. Sans blague? C'est merveilleux. D'autres parents gravitent vers moi tout au long de la soirée. Le cousin Michael avoue qu'il a toujours remarqué à quel point j'étais traité différemment. Tante Martha me serre trop fort dans ses bras en chuchotant, ton père a perdu son emploi il y a 3 mois. Ta mère prend des anxiolytiques. J'absorbe chaque révélation avec le détachement étrange de quelqu'un qui regarde les vagues se briser contre un rivage dont il s'est retiré sur les hauteurs. Mon père m'a accosté pendant le cocktail, son haleine chargée de bourbon. La famille reste unie, Iris. Sa voix portait le poids familier de l'autorité, mais quelque chose d'essentiel s'était effondré en dessous, quoi qu'il arrive. Vraiment, papa? Je le regarde droit dans les yeux, sans ciller. Où est-ce que certains membres de la famille restent unis tandis que d'autres sont mis de côté? Son visage rougit. Nous t'avons toujours soutenu. $2 dans une tirelire. Les mots sortent plus doucement que je ne l'aurais cru, mais ils frappent avec précision. C'était votre définition du soutien. Il ouvre la bouche, la referme, puis s'éloigne. Dans les toilettes des femmes, ma mère apparaît à côté de moi au lavabo, les yeux remplis de larmes. Tu nous manques tellement, dit-elle en me prenant la main. Je continue à me laver les mains, le savon glissant entre mes doigts. Vous me manquez aussi, ce que je croyais que vous étiez. De retour dans la pièce principale, Chelsea m'a entraîné sur la terrasse. L'air du soir portait le parfum des roses du jardin en contrebas. La BMW a été saisie, a-t-elle lâché. Je suis criblé de dettes, les clients en design se sont taris, papa ne peut plus m'aider. Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas comment faire, Iris. Je n'ai jamais appris à me débrouiller seul. L'aveu est resté en suspens entre nous. Il y a 7 mois, j'aurais immédiatement proposé des solutions, de l'argent, un endroit où rester. L'ancienne Iris aurait ajouté ce fardeau à sa collection.
Au lieu de cela, je lui ai posé délicatement la main sur le bras. Ça a l'air vraiment difficile, Chelsea. J'ai ressenti de la compassion sans responsabilité, une distinction qu'il m'a fallu des mois de thérapie pour apprendre. Je suis désolé que tu traverses ça. Ses yeux se sont légèrement écarquillés à ma réponse, de la compassion sans sauvetage. Je peux t'aider à faire un budget, ai-je proposé, mais je ne peux pas régler ça pour toi. Par-dessus son épaule, je vois Vanessa dans sa splendeur prénuptiale, entourée de ses demoiselles d'honneur. Demain apportera ses propres défis. Mais ce soir, debout sur cette terrasse avec le poids des attentes familiales glissant de mes épaules comme de l'eau, je réalise que je n'ai plus peur. Je suis la femme qui a fui une vie de dénigrement, qui a construit une vie à partir des fondations. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai debout, fermement ancré sur le terrain que j'ai moi-même créé. Le lendemain, je suis dans la suite de la mariée des jardins Magnolia, regardant ma cousine, Vanessa, se transformer de mariée nerveuse en femme radieuse. Le soleil du matin se déverse par de hautes fenêtres, baignant tout d'une douce lumière dorée qui contraste avec la tempête qui gronde dans ma poitrine. Iris, tes parents te cherchent, murmure tante Martha, ses doigts doux sur mon avant-bras. Ils sont dans la bibliothèque, ils ont dit que c'était important. Je savais que ce moment allait arriver. 7 mois depuis que j'ai quitté leur maison de Portland, ne laissant derrière moi qu'une note et une vie de ressentiment. Merci, Martha. Ma voix semble plus calme que ce que je ressens. Je les trouverai après avoir aidé Vanessa avec son voile. Les yeux de Martha s'adoucissent. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une urgence familiale avant la cérémonie. Bien sûr qu'ils l'ont fait. La porte de la bibliothèque semble plus lourde que la physique ne le permettrait, alors que je la pousse 30 minutes plus tard. Maman est assise bien droite dans un fauteuil à haut dossier, des mouchoirs déjà serrés dans sa main. Papa fait les 100 pas près de la cheminée, ses mouvements vifs et contenus. Chelsea se tient près de la fenêtre, vêtue d'une robe qui coûte plus cher que mon premier mois de loyer à San Francisco, bien que la BMW saisie ne soit nulle part en vue. Iris, Dieu merci, maman se lève, les bras tendus. Nous devons parler en famille. Je reste dans l'embrasure de la porte. La cérémonie commence dans 40 minutes. Assieds-toi, Iris. Papa désigne le fauteuil vide, positionné pour leur faire face à tous les trois. Une intervention mise en scène. Ça ne peut plus attendre. Je ferme la porte derrière moi mais ne me dirige pas vers le fauteuil. J'écoute. Chelsea s'avance. Iris, ça a assez duré. Papa a perdu son emploi il y a 3 mois. L'entreprise a réduit ses effectifs, intervient rapidement papa, des coupes budgétaires. Maman voit un thérapeute pour la dépression, poursuit Chelsea. Tout a commencé quand tu es parti à Noël. Maman tamponne des yeux secs. Nous vendons la maison. Le tiercé parfait. Crise financière, problème de santé et culpabilité emballés dans un seul paquet bien propre. Il y a 7 mois, je me serais effondré sous le poids de leurs attentes, je me serais excusé pour quelque chose qui n'était pas de ma faute et j'aurais proposé de l'aide. Aujourd'hui, je me dirige vers le fauteuil indiqué, je pose mon sac à main à côté et je m'assois le dos droit. Je suis désolé d'apprendre pour ton travail, papa. Et maman, je suis contente que tu reçoives de l'aide. Leur visage exprime la confusion face à ma réponse calme. N'as-tu pas entendu ce que nous avons dit? La voix de Chelsea s'élève. Ils vendent la maison à cause de toi. Non, ils vendent la maison à cause de choix qu'ils ont fait bien avant mon départ. Je sors un album photo relié en cuir de mon sac à main. J'ai apporté quelque chose à vous montrer. Maman fronce les sourcils. Nous n'avons pas le temps de. Vous avez convoqué cette réunion. J'ouvre l'album sur mes genoux. Alors, nous avons le temps. La première page montre 2 fêtes d'anniversaire côte à côte, le thème princesse élaboré de Chelsea, avec des animateurs engagés, et ma fête la même année avec un gâteau de supermarché à la table de la cuisine. Vous vous souvenez de ça? Je feuillette des pages de matin de Noël, de remise de diplômes et de vacances en famille où le schéma de favoritisme est indubitable. J'ai passé des mois à compiler des preuves de ce que j'ai toujours ressenti mais que je ne pouvais pas prouver. Le visage de papa rougit. C'est ridicule. Nous vous avons toujours traité de la même manière. J'ai sorti un dossier de relevé bancaire. Mes prêts étudiants. 67 000 $ que je rembourse encore. Les études de Chelsea. Entièrement financées, y compris son année en Europe pour l'inspiration artistique.
Chelsea se sent mal à l'aise. Ce n'est pas juste. Tu as choisi l'ingénierie. C'était ta décision. C'était ma passion, les jeux corrigés. Tout comme l'art était la tienne. La différence, c'est que ma passion n'était pas considérée comme digne d'investissement. Maman se lève, les mains tremblantes. Nous n'avions pas l'argent quand tu es allé à l'université. Les choses étaient différentes au moment où Chelsea. J'ai tout appris sur vos dossiers financiers il y a des années, maman, les jeux coupés. La promotion de papa est arrivée quand j'avais 16 ans. L'héritage de grand-mère est arrivé avant ma première année. Vous aviez l'argent. Vous avez choisi de ne pas le dépenser pour moi. Ah. La pièce devient inconfortablement silencieuse alors que j'étale des cartes d'anniversaire couvrant 30 ans. Les messages à Chelsea débordent d'un amour effusif. Les miens contiennent des conseils pratiques et des rappels de travailler dur. Nous avons toujours su que tu t'en sortirais, dit enfin papa, sa défense se fissurant. Tu as toujours été si capable. Voilà. La vérité derrière des décennies de disparité. Être capable ne signifie pas que je méritais moins d'amour. Ma voix reste stable même si la chaleur monte derrière mes yeux. Être responsable ne signifiait pas que je devais porter les fardeaux de tout le monde. Maman s'effondre en larmes sincères, non manipulatrices. Nous n'avons jamais voulu te blesser. L'intention n'efface pas l'impact. Je fouille dans mon sac à main une dernière fois. La tirelire en plastique fait un bruit creux lorsque je la pose sur la table basse entre nous. Papa la regarde fixement. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? J'enlève le bouchon en caoutchouc. Des dizaines de billets de 2 $ bien nets se déversent, une monnaie inhabituelle qui attire l'œil. J'ai économisé un billet de 2 $ chaque semaine depuis Noël, j'explique. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de ce que vous pensiez que je valais. Chelsea prend un des billets, le retournant entre ses doigts. Je n'ai jamais réalisé à quoi ça ressemblait de ton côté. Sa voix manque de son habituelle pointe défensive. Ils ne m'ont jamais appris à me débrouiller seul. À l'extérieur de la bibliothèque, des parents passent, leur voix flottant à travers la lourde porte. Dans quelques minutes, ils se rassembleront pour célébrer l'amour et l'engagement tandis que notre famille affronte des décennies de son absence. Je ne veux pas d'excuses, dis-je en me levant. Je veux du changement. J'envisagerai une réconciliation à 2 conditions, une thérapie familiale et le respect de mes limites. Papa ouvre la bouche pour argumenter, mais maman pose sa main sur son bras. Nous le ferons, dit-elle, nous surprenant tous. Quoi qu'il en coûte. Je rassemble mes preuves et la tirelire mais je laisse son contenu sur la table. C'est à vous. Un rappel de ce qui se passe lorsque vous valorisez un enfant plus qu'un autre. En me dirigeant vers la porte, je fais une pause la main sur la poignée. Je dois prendre ma place pour la cérémonie. Mon amie Monica me garde une place. En entrant dans le couloir, le dos droit et le cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis des mois, j'entends Chelsea murmurer à nos parents, elle est différente maintenant. Elle a raison. La femme qui est partie ce matin de Noël, ne portant que du chagrin et de la résolution, est partie. À sa place se trouve quelqu'un qui comprend enfin que sa propre valeur ne se mesure pas à ce que les autres pensent qu'elle mérite, mais à ce qu'elle refuse d'accepter. À Noël, le soleil se déverse sur les parquets de mon appartement de San Francisco alors que des amis se rassemblent autour d'une table qui m'appartient réellement. L'odeur de romarin et de sauge de la dinde rôtie se mêle au rire, de vrai rire, pas le genre de rire forcé qui résonnait autrefois dans la maison de mes parents. À Iris, Monica lève son verre, ses boucles sombres captant la lumière de la fenêtre. Qui construit des ponts mieux que quiconque que je connaisse, tant au travail que dans la vie. Mes joues s'échauffent à ce toast. Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai posé une clé de maison sur un comptoir et je suis parti de tout ce qui m'était familier. Maintenant, je suis dans un appartement rempli de gens qui choisissent d'être ici, entouré de pièces de poterie que j'ai créées de mes propres mains. Et à la chef de projet principal Collins, ajoute Elliot, ses doigts effleurant les miens sous la table, son contact m'électrise toujours, non pas le coup de foudre de l'engouement, mais le courant constant de quelque chose qui se construit vers la permanence. Dont l'équipe a terminé le projet de la tour Richardson 2 semaines avant la date prévue? Elliot comprend les délais et l'intégrité structurelle, un ingénieur en environnement qui valorise la durabilité dans les bâtiments et les relations. Quand il m'a invité à prendre un café il y a 6 mois, j'ai failli refuser, les vieilles habitudes d'abnégation ont la vie dure. Ma thérapeute, le docteur Winters, a appelé cela un progrès quand j'ai dit oui. La minuterie de la cuisine sonne,
me sauvant de devoir reconnaître leurs louanges. Certains changements prennent plus de temps que d'autres. Besoin d'aide, demande Elliot en me suivant dans la cuisine. Je m'en occupe. Les mots sortent automatiquement. Puis je me reprends, me souvenant du doux défi du docteur Winters. Accepter de l'aide ne diminue pas votre force. En fait, pourriez-vous découper la dinde? Je n'ai jamais appris à le faire. Mon téléphone vibre avec un appel vidéo de Chelsea. Des appels mensuels, une limite que nous avons établie après la confrontation au mariage. Je réponds pendant qu'Elliot s'occupe de la découpe. Joyeux Noël, dit Chelsea, son visage remplissant l'écran. Son appartement, visible derrière elle, semble plus petit que le mien. Pas de meubles de créateur, pas de voiture de luxe garée dehors. Travailler 2 emplois lui a donné une nouvelle perspective sur l'argent, ainsi que des cernes sous les yeux. Tu as l'air heureuse, dit-elle, la voix plus douce qu'auparavant. Ton appartement est magnifique. On se sent comme à la maison. J'oriente la caméra pour montrer mon atelier de poterie dans la chambre d'amis, une argile autrefois informe maintenant façonnée en bols et vases qui bordent les étagères. Comment vont maman et papa? Papa est sobre depuis 90 jours aujourd'hui, il voulait que je te le dise. Elle ajuste la caméra pour révéler notre père assis dans un modeste salon d'appartement, semblant plus petit d'une manière ou d'une autre. Les réunions des dos bleus à LED. Il est différent quand il ne boit pas. J'ai hoché la tête, pas prête à traiter complètement cette révélation. Et maman? Elle fait toujours du bénévolat au centre communautaire. Elle voulait participer à l'appel mais elle avait une collecte de nourriture d'urgence. Chelsea fait une pause. Il demande de tes nouvelles. Pas comme avant, cependant. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de nous dire au revoir. L'horloge murale indique qu'il est l'heure de dîner. Autour de ma table, la conversation coule entre Monica, Elliot et des amis de mon cabinet d'ingénierie et de mon cours de poterie. Personne ne mentionne la tirelire exposée sur ma cheminée, maintenant remplie de billets de banque représentant des leçons plutôt que du ressentiment. Après le dessert, Chelsea envoie par texto une photo d'un ornement en argile fait à la main, manifestement sa première tentative de poterie. Pas joli mais fait avec amour. Je l'envoie demain. Puis un autre message arrive de ma mère. J'ai trouvé ça dans le grenier en faisant le tri. Ça t'a toujours appartenu. La pièce jointe montre la maison de poupée de mon enfance, la seule chose que j'aimais vraiment en grandissant. Les papiers de transfert de propriété se trouvent en dessous, la rendant officiellement mienne. Plus tard, quand tout le monde est parti et qu'Elliot aide à faire la dernière vaisselle, je sors sur mon balcon. La baie de San Francisco s'étend devant moi, les lumières des ponts se reflétant sur l'eau sombre. Les bâtiments que j'ai aidé à concevoir se détachent en silhouette contre le ciel nocturne. La valeur n'est pas quelque chose que l'on gagne par l'utilité, je chuchote aux lumières de la ville. C'est quelque chose que l'on revendique en sachant ce que l'on acceptera et n'acceptera pas. Elliot me rejoint, enroulant une couverture autour de mes épaules contre le froid de décembre. Pensée profonde? Juste reconnaissante, ai-je répondu en me penchant contre sa chaleur. Parfois, le plus beau cadeau est de réaliser ce que l'on n'acceptera plus. La tirelire est visible par la fenêtre, n'étant plus un symbole de ce qui me manquait mais de ce que j'ai trouvé, le courage de me valoriser d'abord.